Mon ex fait une crise existentielle. Comment gérer la situation? Dois-je adapter particulièrement mon comportement pour mener ma reconquête amoureuse? A-t-elle même un espoir d'arriver au bout? C'est tout ce que nous discutons à travers cette vidéo qui, comme d'habitude, commence juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un thème qui en intéresse plus d'un puisque c'est une question récurrente, à savoir le fait que mon ex fait une crise existentielle. Comment avancer dans ce contexte un petit peu particulier? Le contexte, justement, parlons-en, parce qu'à mon sens, il explique beaucoup de choses, et puis c'est un petit peu aussi son analyse qui fait la particularité de mon positionnement, qui ne sera pas celui, entre guillemets, du kidam moyen. J'ai les idées assez extrêmes sur ce genre de diagnostic. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous demande simplement de faire preuve d'ouverture d'esprit, puisque cela est très important dans la recherche du matériel pour mener sa reconquête amoureuse, d'avoir l'horizon débouché et d'essayer un petit peu de se creuser les méninges. Le contexte donc, à mon sens, c'est un petit peu que les crises existentielles, on en a à chaque dizaine. Il y a des crises de la trentaine, des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine. La fameuse crise existentielle, on a l'impression que c'est quelque chose qui se déclenche le jour de notre anniversaire, quand on rajoute un 0, ou un 1 si vous voulez, devant notre chiffre qui définit donc notre âge. Et moi, ça me pose un petit peu problème, parce que oui, on vit dans une société aujourd'hui où on a cette tendance assez incroyable à absolument tout diagnostiquer. On nous recherche des maladies de façon perpétuelle, et que quel que soit finalement le pays, je vous l'avais déjà dit, nous en Suède on a cette tendance à donc dire que les gens vont droit dans le mur, ça s'appelle, c'est la traduction littérale, c'est le fameux burn-out. Donc on a des burn-out professionnels, il y a maintenant des burn-out familiaux, etc., etc. Je remets pas en cause les idées, mais on a véritablement tendance à tout diagnostiquer. Vous savez que on a pas mal de dépression également, et puis quand on va plus dans les relations, dans le relationnel, on va nous parler du pervers, du manipulateur, on va même les accoler l'un à l'autre parce que ça fait quand même vachement plus stylé, et on va nous raconter que telle personne qui dit telle chose, qui fait telle chose, va se mettre dans une petite case. Ce qui est quand même super intéressant, c'est que quand on analyse ces petites cases, les grands traits de caractère avec les grands, articles qui font du clic, les 11 signes pour vous dire que vous êtes peut-être machin ou que votre ex est peut-être truc, on s'aperçoit que la catégorisation, dans 9 cas sur 10, elle correspond soit à la personne qu'on a face à nous, soit à nous-mêmes. Je peux vous assurer que si vous cherchez la définition selon ces articles, pas la définition la plus scientifique possible, mais par exemple du psychopathe, je suis sûr et certain d'être dedans, parce que bien souvent le psychopathe a eu une enfance difficile avec des parents qui ne le respectaient pas, et un conflit avec son père, l'image de sa mère, etc. Je suis dedans, peut-être qu'on sait jamais, faites bien gaffe, verrouillez bien la porte de chez vous ce soir, si j'arrive avec un couteau entre les dents. Trêve de plaisanterie, l'idée véritablement que je voulais mettre en relief, c'est que cette tendance à diagnostiquer un petit peu tout, pour moi, est relativement dangereuse, puisqu'elle entraîne finalement une espèce de déresponsabilisation et une façon de voir sa rupture et sa reconquête amoureuse qui est un petit peu biaisée. D'abord, finalement, tout ce qui est cette psychologie de la maladie, du diagnostic, donc déresponsabilise la personne que vous avez face à vous. C'est pas de ma faute, je suis en pleine crise. Et puis, quelque part, ça vous empêche aussi de réfléchir sur votre propre degré de responsabilité, parce que c'est pas de votre faute, la personne face à vous est dans une crise existentielle, donc on va avoir un rapport un petit peu particulier. Mes erreurs n'en sont que parce que la personne a réagi de cette manière, et puis ces erreurs à elle ou à lui sont explicables parce que effectivement il y a ce diagnostic qui est présent. Moi, je voulais simplement aussi un petit peu remettre les choses dans leur contexte, parce que qu'est-ce que c'est, dans la définition la plus simple, qu'une crise existentielle? C'est, si on est à peu près d'accord, je suis d'accord avec moi-même, donc moi ça me va, la remise en question de son existence à un instant T, de ses choix à un instant T.
on vit quand même, encore une fois, dans un contexte aujourd'hui, à une époque où on a énormément de temps pour se poser des questions sur notre propre condition humaine. Hein. Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, on n'a pas besoin de notre instinct de survie pour s'assurer de passer la journée. Quand vous sortez de chez vous, c'est quand même relativement rare qu'un tyrannosaure essaye de vous arracher la tête, qu'un viking essaye de vous couper les bras et de vous voler votre argent, ou je ne sais quoi, si vous voulez. Hein. Évidemment qu'il y a des dangers un petit peu partout, mais on est quand même super éloigné du Moyen-Âge ou de la préhistoire, où vivre jusqu'à la fin de la journée, ça relevait pas du miracle, mais un petit peu du parcours du combattant, la piste de Xapatan, pour ceux qui connaissaient, j'étais fan quand j'étais petit. Bref, on a quand même ces idées-là où on a le temps d'être centré sur nous, et il y a une espèce de paradoxe entre cette individualisation de la réflexion sur sa propre condition, et puis derrière cette tendance à la catégorisation, où on vous dit si tu fais ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait énormément de confusion, de remise en question, et donc de peur et d'impression d'être un petit peu perdu au milieu de tout ça. Ce que je voulais aussi dire, c'est que finalement, ces crises existentielles, ce sont des questionnements sur nos choix. Qu'est-ce que c'est qu'un choix ? Un choix, c'est quand même par définition une privation. Hein. Si vous allez au resto et que vous choisissez, je sais pas, les moules frites plutôt que la pizza, bon, c'est pas un restaurant qui est très très spécialisé, mais on se comprend bien, vous pouvez adorer vos moules frites, trouver que c'est génial, c'est super bon, puis regarder le voisin, voir sa pizza et vous dire « Ah mince, finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Ça aurait pas été si mauvais avec cette pizza, etc. etc. » Vous posez des questions et remettre donc justement en question la pertinence du choix que vous avez fait. Ça veut pas dire que vous crachez nécessairement sur vos moules frites, ça veut juste dire que avec les possibilités qui vous entourent, eh bien oui, vous vous demandez ce que votre vie aurait été si vous aviez fait des choix différents, sachant que vous avez aujourd'hui le pouvoir de faire des choix différents. Là encore, gros contraste avec les époques moyenâgeuses, j'ai envie de dire, où la notion de choix, « Ah, je suis paysan, tiens, si j'étais prince demain », c'est un peu plus galère. Hein. Voilà, on comprend bien pourquoi je ne vais pas vous faire des cours d'histoire, mais vous voyez que aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a des ressources absolument partout, où on peut changer de profession, où on peut déménager, où on peut faire énormément de choses. Ça fait miroiter plein de choses dans nos yeux, hein. Ça donne des envies, ça donne des objectifs, etc., etc., etc. La notion de choix, elle est aussi importante. Pourquoi ? Parce que quand même, si on est réaliste, il y a quand même cette idée que l'une des premières causes de rupture amoureuse, en tout cas celle qui est le plus souvent avancée, c'est la routine destructrice de sentiments, la routine qui s'oppose au mouvement, la routine qui est le fait de s'empâter dans quelque chose qui n'avance plus. Donc oui, forcément, on est dans un choix qui est un choix statique, et à côté de nous, on voit beaucoup de choses qui sont en mouvement, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui tout à coup s'intéresse à nous alors que la personne avec qui on est depuis 25 ans ne nous regarde plus, le fait de pouvoir avoir une opportunité professionnelle qui nous emmène à l'autre bout du monde, etc., etc. Bien évidemment, tout cela va concourir à non pas nous faire disjoncter, mais à nous faire réfléchir fortement. Est-ce que l'idée c'est de dire que la crise existentielle n'existe pas ? Non. Encore une fois, moi personnellement, à titre complètement individuel, je n'y crois pas. Voilà, très clairement. Mais le but, alors je n'y crois pas. Bien évidemment qu'on voit des gens péter des câbles, si vous voulez. Mais l'idée qu'il y a une crise existentielle qui est pratiquement commune à tous et que non, voilà, pour moi, il y a des questions à se poser et évidemment, il y a des choix à faire. Le problème de la crise, rien que le terme, si vous voulez, c'est un espèce de label, encore une fois, du manque de responsabilité et d'une espèce de liberté de faire strictement n'importe quoi. Moi, il y a une question que j'aimerais que vous posiez, c'est est-ce que votre ex a un cerveau ? Est-ce que votre ex a un cœur ? Est-ce que dans cette folie passagère qui est décrite donc comme étant cette crise existentielle, est-ce qu'il n'y a pas finalement un backup intellectuel de ces prises de décision ? Est-ce qu'on vous dit pas je fais ça parce que je fais ça, même si ça peut paraître fou, même si on s'achète, je sais pas, un bateau pour aller faire le tour du monde, c'était peut-être un rêve de petite fille. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on peut le faire. Et oui, je ne dis pas, je ne dis pas, attention, que tout cela se fait dans, entre guillemets, le respect du couple, ou se fait sans vous faire de mal, ou se fait, oui, il y a de l'injustice absolument dans toutes les ruptures amoureuses, hein, ça, on le comprend bien, mais cette logique de je fais ça tout simplement parce que j'ai fondu un plomb,
personnellement, non. Hein. La personne qui est face à nous se lève le matin, elle continue d'aller au boulot, elle continue de faire pas mal de choses, elle mange, elle boit, elle va faire pipi. Je veux dire, ses organes vitaux sont toujours en pleine fonction. Elle n'a pas juste un cerveau qui s'est décomposé. Donc moi, encore une fois, l'idée de crise existentielle, non. Une remise en question de quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qui ne nous satisfait pas, même si ça se fait du jour au lendemain, ça reste quelque chose qui n'est pas si étonnant avec tout le contexte qu'on a décrit tout à l'heure. D'ailleurs aussi, ça je voulais le préciser, beaucoup de gens vont me dire que cette crise est née, bah oui, du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose et la personne a complètement changé du jour au lendemain. Bien sûr qu'il y a des facteurs décisifs, hein. Quelque chose dans sa vie, ça peut être un décès, ça peut être le fait de se faire virer, ça peut être des choses qui sont souvent difficiles, une rencontre aussi, etc. Mais très clairement, c'est pareil, moi j'ai du mal à croire à l'effet claquement de doigts. Les idées étaient déjà présentes, elles étaient peut-être pas formulées, certainement pas formulées auprès de vous, mais il y a quand même des chances que cette idée de routine et de difficulté à assumer son quotidien, c'est pas parce qu'on a un sourire sur les lèvres et qu'on vous dit oui je t'aime mon chéri ou ma chérie, malheureusement, que c'est une réalité absolue. Puis on vit dans un monde qui va très 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 vite. Donc tout ça est à mettre en perspective. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que vous n'êtes pas le psy ou la psy de votre ex. Ce n'est pas votre rôle de lutter contre cette espèce de fameuse crise existentielle, contre ces problématiques. Vous n'êtes pas un Valium, vous n'êtes pas le médicament qui va faire que... Et vous n'êtes pas non plus, et je sais que là je vais me faire jeter des cailloux, mais vous n'êtes pas non plus la pauvre petite victime qui est face à cette situation insurmontable, etc. etc. Vous êtes dans une position qui est une position effroyable, hein, malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a une rupture amoureuse et vous, c'est pas ce que vous vouliez et vous voulez mener votre reconquête et il y a de l'injustice, etc. Mais on n'est pas dans un cul-de-sac, encore une fois. Il faut vraiment, à mon sens, sortir de cette idée que crise veut dire que la personne n'a absolument plus aucune rationalité, plus aucun sentiment, etc. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je tiens quand même à préciser que le principe que tous les psychologues mettent en avant, c'est que cette crise, finalement, elle devrait s'arrêter à un moment. C'est normal, hein, crise de la quarantaine, on se dit quand t'as 62 ans, elle marche plus, hein, ces crises de la 62taine, ça n'existe pas. Donc on est bien d'accord que quand on arrive vers les 41 ans, on devrait en sortir. Vous voyez ce que je veux dire, j'en plaisante, mais l'idée c'est que techniquement, normalement, si elle existait donc, elle serait limitée dans le temps. La question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps-là? Vous voulez vous apitoyer sur votre sort? Vous voulez être donc la personne qui va aller sur internet, aller voir des psys, des psychiatres, des machins, essayer d'inscrire de force votre psy à l'hôpital ou à l'asile parce que franchement elle a fondu son plomb, ou est-ce que vous voulez être la personne qui pose les rails aujourd'hui de quelque chose qui donc, quand la sérénité sera revenue, les rails de quelque chose qui sera alors, c'est mieux de conjuguer les verbes correctement, mais qui sera quelque chose de positif? Est-ce que vous plantez les graines aujourd'hui de finalement une espèce de pitié, une espèce de chose qui peut en plus tard passer pour de la condescendance, ou est-ce que vous voulez vraiment poser quelque chose, planter quelque chose qui sera un arbre solide à l'avenir? Vous savez où moi je me place, et oui, techniquement les conseils sont les mêmes pour moi si votre ex fait une crise existentielle. Bien évidemment, si vous voyez des explosions en termes comportementaux, vous allez laisser ça de côté et ne pas vous en mêler ou avoir cette capacité à vous faufiler avec un sens de la répartie, mais il n'est pas question d'être encore une fois la personne qui aide, la personne qui va essayer de chercher le diagnostic pour guérir, etc. Non, votre boulot c'est de planter aujourd'hui les graines de quelque chose de positif qui poussera demain. Et puis si vraiment vous êtes persuadé de l'importance de cette crise, vous devriez être aussi persuadé qu'elle devrait s'arrêter à un moment ou à un autre, et que du coup il va nous falloir faire le dos rond, attendre que ça se passe, pas attendre sans absence de travail, hein. Le focus sur vous va être d'autant plus important. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je sais que c'est un sujet fragile, je sais qu'on se
encore un mot qui va, voilà, mais bon, bref, qu'on se cache énormément derrière ce genre de choses parce que, quelque part, l'humain, il est comme ça, hein, il a besoin de se trouver des excuses et ces excuses permettent l'absence de mouvement. Il n'y a rien de plus difficile que de faire des efforts, d'accepter une situation extrêmement embarrassante, de se relever les manches et d'aller au charbon. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Donc oui, on se trouve toujours des excuses et à mon sens, la crise existentielle de l'autre en est une. Personnellement, je pense qu'on vit surtout dans un monde où il y a énormément de stress, où tout va très très vite et où on se pose énormément de questions parce que bam, dès qu'on allume la télé ou on lance une vidéo, on voit des gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, ils sont blindés de thunes, ils font ci, ils font ça, etc. La plupart du temps, c'est en plus pas vrai. Alors évidemment qu'il y a des gens voilà, hein, qui ont des conditions extrêmement favorables, mais je peux vous assurer qu'il m'est même arrivé justement ce genre de profil viennent me dire, viennent me poser des questions, parce que c'est ça qui est très intéressant avec les relations amoureuses, hein, c'est que vous pouvez être tout en haut de la chaîne alimentaire ou tout en bas de la chaîne alimentaire, je parle de niveau de revenu, hein, pas de jugement sur les personnes, et puis on s'aperçoit que face à l'amour, par contre là on est tous égaux, hein, on fait tous les mêmes conneries, et puis on se retrouve tous dans des situations relativement difficiles, mais ce genre de profil avec des photos, oh là là, et puis en fait on me dit que tout ça c'est pour la galerie et que pas grand chose de tout cela est vrai, mais tout ça pour vous dire que oui, on se compare, on voit des choses extraordinaires, c'est normal de remettre en question sa petite vie tranquille avec la personne qu'on a à côté de nous. Certaines personnes n'iront pas jusqu'à tout balancer, bien évidemment, d'autres oui, il faut affronter cette réalité effectivement en se retroussant les manches et en acceptant d'aller au charbon. Allez, je vous abandonne là, il paraît que je parle trop, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. D'ici là, vous savez que sous les vidéos vous avez tout un tas de liens utiles qui vous permettront de continuer le travail avec moi. Voilà, je ne vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!